Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Déconspirateur, l'émission générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie ? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère, la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. Je l'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Vous savez, chaque numéro est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors premier sujet cette semaine, vous l'avez certainement vu, dimanche 14 décembre, un attentat antisémite a eu lieu sur la plage de Bondi Beach à Sydney avec 15 victimes qui ont été tuées, plus de 40 blessés. C'est un acte terroriste qui a été visiblement inspiré par l'idéologie de l'État islamique. Et comme à chaque événement, presque comme dans un réflexe pavlovien, on a vu surgir énormément de théories du complot autour de cet attentat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Tristan, notamment sur les vidéos et les images paria qui ont surgi? Oui, moi, d'abord, la première chose qui m'a frappé, évidemment, c'est l'envergure. L'envergure de l'audience et du nombre d'influenceurs internationaux qui se sont engouffrés sur cette séquence pour pousser des récits complotistes et avec une extraordinaire charge antisémite. En général, quand il y a ce genre de séquence, il y a des remises en cause de certains aspects, etc. Là, tout était vraiment... Pour l'essentiel, orienté sur une accusation d'un complot organisé par Israël, le Mossad ou en gros les Juifs. Ça, c'est la tonalité essentielle. Le centre de gravité tourne vraisemblablement autour de ça. Et je crois clairement que cet attentat s'inscrit évidemment sur un moment post 7 octobre. On sent bien que, c'est l'impression en tout cas que j'ai, que on est sur un socle qui était déjà élevé, qui était déjà présent. Et c'est sur ce socle déjà de libération tu veux dire de la parole antisémite, que ce drame vient s'installer. Je pense que son envergure, sa viralité n'aurait pas été la même, en tout cas avec cette tonalité profondément antisémite, il faut le dire, aurait été peut-être moins forte s'il n'y avait pas déjà cette situation préalable. Ça, c'est vraiment la première chose. Et effectivement, sur l'ampleur, franchement, c'est vertigineux, même encore aujourd'hui. Encore maintenant, ouais. Donc, on a une multiplication de faux récits, mais aussi de production de faux. Et c'est ça que je trouve, pour moi, le plus déroutant et probablement le plus abject. Certains peuvent relayer des fausses informations en les pensant légitimes. Mais il y a de la véritable production de fausses images et de fausses vidéos. Mais de fausses images. Tu penses notamment à cette photo de Arsène Ostrovsky qui a été utilisée pour faire croire que c'était une mise en scène, que c'était un faux blessé. Oui, absolument. Ouais. Donc là, il y a l'IA, évidemment, qui est un nouveau problème dans ce chaos informationnel qui a été utilisé donc, volontairement. Donc quelqu'un a prompté une image de cette victime dans une scène de film. Oui, quelqu'un qui le maquille avec une maquilleuse. Et des caméras autour. Ouais, donc, ce qui, moi, je trouve vertigineux là-dedans, c'est qu'il y a un individu qui, avec ses petits doigts, a tapé ça dans un prompt. Donc, qui a une motivation qui va bien au-delà d'ailleurs du complotisme. Là, c'est je veux créer du faux pour discréditer la parole des victimes et pour inverser la perception qu'on aurait de cette séquence. Sur ce même individu, j'ai trouvé tout récemment un autre compte qui a pris une photo de lui à l'hôpital, qui a pris une photo de cette victime à l'hôpital qui avait un énorme pansement évidemment sur la tête, et il a fait un montage où il a enlevé ce pansement et il a republié cette fausse photo pour, encore une fois, nous dire on nous ment, le système nous ment, les juifs nous mentent. Cette démarche de création du faux dans cette bouillie de folie complotiste mêlée à des communautés antisémites qui viennent s'agréger à tout ça, c'est évidemment mettre le feu évidemment à cet imaginaire. Donc on est, je crois, quand même sur un moment où, encore une fois, on s'y attendait clairement. Avec cette ampleur et cette prise et cette résonance internationale, moi ça me surprend. Dernière chose, on voit aussi aux États-Unis
dans cette scission dont on a déjà parlé ici, au sein de l'extrême droite américaine, avec, j'allais dire vraiment les trois pontes, Candace Owens, Tucker Carlson et Nick Fuentes, qui sont vraiment un bloc, avec Marjorie Taylor Greene d'ailleurs aussi, qui sont un bloc au sein de l'extrême droite, qui ont fait une sorte, il y a une fracture en tout cas, qui eux sont vraiment perméables, voire promoteurs, de complotisme antisémite, clairement. De façon assez flagrante. Alors là, sur cette masse-là, j'attendais à ce que Candace Owens, d'ailleurs, surfe dessus, ce qu'elle fait systématiquement sur ce type de choses. Elle ne l'a pas fait, mais pour une raison spécifique, conjoncturelle. Elle est pour l'instant en pourparlers avec Erika Kirk. Ils sont en guerre ouverte ensemble et ils se sont réunis tout récemment. Qui est la veuve de Charlie Kirk. Oui, et donc là, ils sont plutôt dans un moment où ils essayent peut-être de se rabibocher, on ne le sait pas trop. Donc elle a suspendu un peu ses publications. D'ailleurs, elle publie beaucoup moins de vidéos, ce qu'elle fait assez régulièrement. Donc voilà, mais évidemment, j'attends Tucker Carlson. Je pense que Nick Fuentes, s'il ne l'a pas déjà fait, va probablement relayer du contenu. Le frère de Tucker Carlson a suggéré que c'était une mise en scène et un complot, un false flag. En fait, ce qui a été immédiat, c'est effectivement la théorie du false flag, c'est-à-dire attentat sous faux drapeau, attribué à qui? Aux Juifs, Mossad. À Israël, au Mossad. Bon. C'est-à-dire que c'est vraiment double peine, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un attentat antisémite particulièrement atroce, une gamine qui fait partie des victimes, un jeune homme français, Dan El Khayyam, ingénieur, qui était parti en Australie, 27 ans, fait partie des victimes, un rescapé de la Shoah également, quand même, quelqu'un que les nazis n'ont pas réussi à tuer, il a été tué par un djihadiste et son père. Voilà. Et alors, on se retrouve face à ce qu'est un peu le dilemme des néo-nazis. Le dilemme des néo-nazis, c'est négationnisme ou pas? Est-ce qu'on se réjouit que les juifs aient été exterminés et on déplore que Hitler n'ait pas fini le boulot, ou bien on explique que ça n'a pas eu lieu? Et là, on est un peu dans cette schizophrénie. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur les mêmes comptes qui relayaient ces contenus conspirationnistes, à la fois l'idée que ça n'a pas eu lieu, donc pas seulement une négation, mais une déréalisation de ce qui s'est passé, et en même temps, l'idée qu'ils l'ont bien cherché. Ils l'ont bien cherché, les sionistes, les juifs, etc. Donc il ne faut quand même pas pleurer. Et même des scènes de joie, des gens qui se réjouissaient de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un peu la spécificité de l'antisionisme et de l'antisémitisme, c'est-à-dire que ce qui devrait jouer comme, un motif de compassion a l'effet inverse. C'est-à-dire que là où on s'attendrait, on a le pire attentat antisémite de l'histoire de l'Australie, quand même, a une forme de compassion. Au contraire, on a l'impression que ça redouble la violence et que l'antisémitisme appelle toujours plus d'antisémitisme. C'est exactement ce qui s'est passé après le 7 octobre. Le pire massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale et immédiatement dans le monde entier, en ligne immédiatement et dans la rue, dans les 24 heures qui ont suivi, notamment en Australie, des grandes manifestations disant on n'est pas allé assez loin, c'est formidable, il faut continuer, tout ça c'est une intifada, etc. Donc cette spécificité-là d'abord, et puis il y a une petite affaire sur laquelle il faut revenir, tu as raison sur l'IA, l'utilisation de l'IA pour créer du faux, mais il y a aussi le complotisme prédictif, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué à partir d'eurodatage de Google Trends que en fait en Israël il y a eu des pics de recherche sur le nom du terroriste. Et en fait non, ce pic de recherche il n'est pas antérieur à l'attentat. Il est postérieur, mais simplement, comme il y a 9 heures de décalage horaire entre l'Australie et Israël, certains, sur la base de cette confusion horaire, ont suggéré ou laissé entendre ou affirmé que donc en Israël, tout d'un coup, il y avait eu un pic quelques heures avant. Donc ça veut dire en plus que c'est pas seulement le Mossad, mais c'est tout Israël en fait qui est au courant. C'est aberrant. C'est aberrant. En plus, c'est débile comme argument. Mais bon, on a l'habitude avec juste là-dessus, pour rebondir là-dessus. Alors, c'est assez étrange cette histoire de Google Trends. Donc, il y a effectivement des captures d'écran clairement où on voit effectivement qu'il y a eu un problème. Les gens ne savent pas qu'il y a un décalage horaire entre les pays. Bon, ça, c'est acté.
Mais il y a d'autres captures où effectivement on voit des petits pics qui peuvent être bien avant. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas certain que Google Trends soit absolument fiable et qu'on ne doive pas utiliser Google Trends pour être absolument certain qu'il y ait des occurrences qui précèdent, etc. Je serais assez précautionneux là-dessus. Ce que je note, c'est que cette idée, effectivement, que des recherches avaient été faites avant un événement dramatique avec Google Trends. C'est en fait un grand classique dans la complosphère. Il y avait eu ça pour l'assassinat de Kirk. Et où il y avait exactement les mêmes modalités, où il y avait des captures de Google Trends où on disait tiens, on avait recherché le nom peut-être du tueur avait été apparu quelques jours ou quelques semaines avant dans les recherches. Donc il y a cette idée évidemment que évidemment si c'était recherché avant, c'était préparé, c'était qu'on le savait, etc. Les gens le savaient. Ouais. Et c'est toujours d'ailleurs avec Israël, toujours avec cette modalité d'aller chercher en Israël pour voir si ce mot-clé n'est pas apparu avant. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'autres pays pour voir s'il n'y a pas de faux positifs un peu comme ça. Pour ce qui est du prédictif, je parlais de Candace Owens tout à l'heure, mais effectivement, il y a pas mal de conspis qui ont relayé un tweet de Candace Owens qui datait d'il y a quelques semaines et qui disait que quelque chose du genre... Dans la deuxième semaine de décembre. Il va y avoir quelque chose. Quelque chose similaire au 11 septembre. Et donc ça, c'est le grand classique du complotisme prédictif, c'est de faire d'abord des annonces à tire-larigot. Si on en fait qui font des flops, on n'en parle plus. Mais par contre, celles qui résonnent ou qui font écho à l'actualité, évidemment, ressortent et reviennent. Et donc là, si même Candace Owens ne s'est pas prononcée aujourd'hui, ces tweets à elle sont utilisés pour suggérer évidemment qu'il y a un complot probablement israélien ou du Mossad ou je ne sais quoi, ou que tout ça est un false flag organisé par le système l'État profond ou je ne sais quoi. Donc là on a effectivement toutes les différentes modalités du complotisme qui viennent converger sur ce moment-là, qui est encore pour moi probablement une marche supplémentaire sur laquelle si jamais il y a d'autres choses qui font surface dans les semaines ou dans les mois ou dans les années qui viennent, ou dans les mois disons qui viennent, apparaîtra sur un contexte qui est déjà alourdi par tout ce chaos informationnel poussé par la complosphère antisémite planétaire. Et dans cette histoire, il y a aussi une théorie du complot qui est apparue autour d'un héros de cet attentat, cet homme qui a désarmé un des terroristes. Raconte-nous, Rudy. Non, c'est une fake news plus qu'une théorie du complot. C'est en fait, il est musulman. Il a désarmé un des terroristes, le père apparemment, et en fait, il a circulé assez rapidement sur les réseaux qu'en fait, il n'était pas musulman, mais chrétien maronite. Pourquoi chrétien maronite ? Enfin, en gros, dans l'esprit de ceux qui ont propagé cette fausse info, il y avait l'idée qu'il ne pouvait pas être musulman. Voilà, on ne peut pas être musulman et sauver des juifs ou des gens en train de se faire massacrer. Non, il est bien musulman, donc voilà, n'en déplaise à ceux qui ont cette vision préconçue des choses. Mais non, j'aimerais quand même rajouter une chose, c'est que il y a aussi tous les médias de propagande iraniens qui ont embrayé sur la théorie du complot de la même manière qu'Alain Soral. Et c'est intéressant de savoir qu'Alain Soral, il est poursuivi dans une affaire d'association de malfaiteurs en lien avec une ingérence iranienne en France. Il sera jugé en janvier pour ça. On sait que par le passé, puisqu'il l'a admis lui-même, que la campagne liste antisioniste qu'il avait menée avec Dieudonné en 2009 aux élections européennes a été financée par de l'argent iranien. Donc ça, ce sont des faits, c'est pas des spéculations. Donc voilà, il ne faut pas être naïf aussi sur ces tentatives d'ingérence et d'amplification par des médias de propagande de toutes ces théories du complot, qui apparaît, je pense, assez largement organiquement, c'est-à-dire qu'elles relèvent vraiment du réflexe pavlovien, c'est très clair, mais ensuite, elles sont aussi très amplifiées par des médias qui, eux, ont des moyens. Cette question des ingérences va revenir beaucoup dans cette émission, et notamment avec cette interview de Douguine sur France Culture dans l'émission de Frédéric Martel. Rudy, il y a plusieurs chercheurs qui ont dénoncé cette interview de Douguine par Frédéric Martel en disant que le contradictoire n'existait pas vraiment et que Douguine était mis dans une situation de paroles sans forcément être mis sur la sellette. Tu as écouté l'émission, Frédéric Martel a répondu aussi dans Libération. Raconte-nous un peu comment tu vois cet événement. Est-ce qu'il faut interviewer Douguine ou pas ? Voilà, comment tu vois les choses ?
Moi, je suis pas contre qu'on interviewe Dugin. Je pense qu'il faut le faire avec des précautions. J'ai le sentiment que Frédéric Martel a pris les précautions qui devaient être prises. C'est-à-dire qu'il présente bien le personnage. Il explique que c'est un idéologue rouge-brun, voire fasciste, ce qui est tout à fait le cas. Je vois pas dans ses propos de fascination malsaine pour Dugin. C'est relativement court comme interview. Il était en Chine en fait, et il a croisé Dugin. Donc il a passé quelques jours avec lui parce que voilà, il lui a proposé cet entretien. C'est intéressant et je pense qu'on peut considérer que le public de France Culture est suffisamment informé pour ne pas se mettre à se dire, après avoir écouté cette interview, que Dugin est un homme formidable et que c'est un grand intellectuel. Voilà. Je pense que la dimension idéologue, elle ressort assez clairement, en tout cas c'est dit. Voilà. Et donc, moi, voilà, j'ai pas envie de faire de mauvais procès à France Culture. Là, sur le coup, parce que les arguments de Martel m'ont plutôt convaincu. Après, bien sûr, il y a plein de manières d'interroger quelqu'un d'aussi toxique que Dugin. Mais c'est indéniablement un personnage de roman. Emmanuel Carrère, il a fait un roman entier sur Limonov, qui est le cofondateur du Parti national bolchevique avec Dugin, précisément. Dugin, à bien des égards, c'est un personnage de roman. Il a perdu sa fille dans un attentat qui le visait lui, a priori, puisque sa voiture à lui qui a explosé il y a 2 ans. Donc il y a une dimension romanesque, que ça nous plaise ou non, qu'on estime le personnage ou pas. C'est très intéressant parce que c'est quelqu'un chez qui cohabite à la fois un homme de culture, il s'exprime dans un français impeccable et il lit Heidegger en allemand dans le texte, et un idéologue d'une vulgarité et d'un extrémisme, d'un fanatisme dingue. C'est quand même une sorte de crypto-nazi, Dugin. Il dit qu'il a théorisé la 4e théorie politique. Ça ressemble quand même fortement au nazisme, ces 4e théories politiques. Il appelle ça le néo-eurasisme. Ouais. Mais bon, soyons sérieux, quoi. C'est quand même du fascisme, ou ce qui ressemble beaucoup. Donc voilà, c'est quelqu'un qui préface Alain Soral, qui est préfacé par Alain Soral. La 4e théorie politique, bouquin de Dugin, est préfacé par Soral en français, et qui, lui, Dugin, préface Kémy Séba. Il est quand même... il n'est pas un grand intellectuel, et surtout un déstabilisateur professionnel. Donc voilà, et je trouve que comme phénomène, c'est intéressant. Voilà, on ne peut pas s'en désintéresser complètement. Moi, je trouve que la radio publique, elle est dans son rôle, surtout, encore une fois, ça a été accompagné de toutes les précautions. Oui. Oui, c'était son rôle aussi dans le réseau de désinformation Storm 1516 qui est affilié au Kremlin. Mais oui, parce que en fait, on parle beaucoup de ce réseau de désinformation, d'amplification de théorie du complot. On va le voir avec la crise agricole. Avec la crise, c'est ça, de la dermatose nodulaire, contagieuse. En fait, Dugin est le fondateur d'un think tank russe qui a un rôle direct, qui est directement lié à ce réseau de désinformation. Alors, c'est pas dit sur France Culture, c'est rarement relevé, nous on l'a relevé depuis longtemps sur Conspiracy Watch, mais voilà, c'est-à-dire que c'est aussi un des rouages, Dugin, peut-être pas lui personnellement, je pense pas qu'il mette les mains là-dedans au quotidien, pas du tout, mais il est lié, il est connecté à ce réseau de désinformation. C'est par ailleurs un grand conspirationniste, Alexandre Dugin. Il a inventé un terme, un néologisme qui s'appelle la conspirologie, qui est en fait juste... c'est une manière de décoder les complots, mais en fait c'est des complots imaginaires, donc c'est en fait une manière juste de faire des théories du complot, la conspirologie. Il a aussi inventé ce néologisme qui s'appelle la westernologie, qui est une manière de décentrer un peu, de désoccidentaliser le monde en disant finalement l'universalisme promu par l'Occident, ça n'est que le particularisme de l'Occident. Donc on n'a pas les droits de l'homme, ça n'a rien d'universel en réalité. Donc voilà, moi je ne pense pas que ce soit des concepts très très intéressants et qui vont survivre et qui auront une postérité formidable. Mais je ne dénie pas à Dugin le fait que c'est un homme de culture et ça doit nous interroger. C'est-à-dire l'énigme de cet homme, c'est comment on peut faire cohabiter dans la même personne quelqu'un qui lit des livres, qui est polyglotte, qui est intelligent et
marqué d'une telle, encore une fois, d'une telle vulgarité idéologique. Oui, enfin, l'intelligence n'a jamais immunisé, Voilà, évidemment, je suis tout à fait la d'accord. promotion de théories conspi, ça c'est clair. Alors, on parlait d'ingérence étrangère, notamment dans la crise agricole. Donc, BFM TV a relevé que dans cette crise de la dermatose nodulaire contagieuse bovine, au moins 16 sites de médias fictifs, justement appartenant au réseau Storm 1516, ont cherché à amplifier la crise agricole. On a vu aussi nos usual suspects de la complosphère, que ce soit Florian Philippot ou même Olive qui est réapparu à l'occasion de cette crise bovine. Est-ce que tu peux nous faire un peu le point, Tristan, sur l'ensemble des théories du complot qui sont apparues autour de cette crise agricole, et qu'est-ce que ça raconte, encore une fois, de notre chaos informationnel dans lequel on est aujourd'hui? Bah oui, là on est sur une convergence de plusieurs communautés qui viennent s'agréger évidemment sur ce moment spécifique, et particulièrement évidemment tous ceux qu'on a vus apparaître durant la séquence Covid. Et ce qui est assez ce qui est assez notable, c'est que on a plusieurs influenceurs qui eux-mêmes font le lien entre le moment Covid et ce moment de la dermatose nodulaire. Et c'est eux-mêmes qui font le lien, donc clairement, ils cherchent à rallumer la flamme un peu du moment Covid, en employant en gros les mêmes artefacts, les mêmes mécaniques et les mêmes types d'arguments sur la remise en cause évidemment de la pensée unique sanitaire, ou du fait qu'il y a... Potignon parle de prétexte, justement. On ne sait pas bien quel est le rôle de ce prétexte, mais en tout cas, il parle de prétexte. Il emploie justement ce discours très on nous cache quelque chose, on veut nous faire passer des éléments contre notre gré, quoi. Oui, et puis de façon assez globale, je me suis amusé à tester dès les premiers jours où on a commencé la complosphère a commencé à s'exciter autour de cette séquence. Je me suis amusé à chercher des associations de mots avec la dermatose dès les premiers jours, et alors vraiment sans grande surprise, j'ai trouvé des tweets qui parlent de Bill Gates et de la dermatose, Big Pharma bien sûr, mais aussi Soros, l'état profond, et j'ai même trouvé un tweet qui faisait un parallèle avec la science quantique. Parce que semblerait que ça aurait un rapport avec l'arrivée de cette maladie. Donc il y a une vraie, convergence. Alors des covidos complotistes, des anti-vax qui sont vraiment rarement très très loin. On a aussi évidemment la droite, disons... j'allais dire radicale, en tout cas l'extrême droite plutôt, l'extrême droite, ou des figures de l'extrême droite qui s'engagent là-dedans. Il y a une politisation clairement au plus haut, même du côté du RN, qui vont essayer évidemment, qui essayent tout de suite de surfer sur cette séquence, qui est délétère au même titre que le Covid, la politisation du Covid et du traitement sanitaire du Covid a été un problème, parce qu'évidemment si on politise quelque chose qui devrait être de l'ordre du consensus, on va essayer de se plier au maximum au consensus scientifique dont les éléments sont établis à l'instant T. Peut-être que les choses évolueront dans quelques semaines et qu'on découvrira d'autres choses sur les traitements, sur les vaccins, sur la façon de traiter cette maladie. Mais pour l'instant, le seul choix rationnel, c'est de suivre le consensus scientifique sur ces questions-là. La politisation, c'est le pire. Évidemment, on capitalise des électeurs, on capitalise des audiences, mais on nourrit. Malheureusement, pour ce qui nous intéresse, on nourrit la complosphère, on la légitime indirectement. Et c'est ça qui est assez déplorable. On est aussi sur une séquence où, comme maintenant à chaque séquence, on a les travers de l'IA. Par exemple, donc on a à la fois des vidéos, et notamment une photo qui a pas mal buzzé dans notre complosphère française, qui a été relayée par Myriam Palomba, je crois Béatrice Rosen, où on voit un paysan en train de pleurer, je crois, au sol, entouré de gens en tenue, biolabs, un peu like. Et donc une fausse photo. Et une fausse photo générée par IA, mais évidemment. Commentée au premier degré par les deux impétrantes. Avec Myriam Palomba, d'ailleurs, qui dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est le tweet qu'elle relaye. Effectivement, c'est le cas. Donc on a, bref, encore une fois, cette empreinte IA qui montre quand même le niveau
extrêmement faible de capacité à douter, tu veux dire, et de perméabilité à ces contenus IA. On appelle ça des boomer traps, je crois, sur Facebook, où on rit en général du fait que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont. C'est pas très gentil pour Béatrice Rosen. Hein. Et Myriam Palomba. Oui, mais Myriam Palomba, elle est un peu plus boomer que Béatrice Rosen. En tout cas, toutes les deux sont victimes de ce même travers, vraiment, qui est de franchement consommer de façon assez basique et avec peu de distance critique du contenu produit par IA, ce qui a été le cas ici aussi. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est qu'il y a plusieurs communautés qui se réveillent. Je parlais des anti-vax, des Covid, mais il y a aussi un petit réveil un peu gilet jaunesque, avec l'idée que... C'est Olive Olive, justement, qui est de retour. Et avec Olive Olive. Et avec l'idée que... et d'ailleurs, et d'autres communautés aussi, qui sont proches plutôt de l'écologie radicale, des antispécistes. Donc il y a une convergence qui est intéressante à observer. Il faut voir ce qu'elle peut donner, notamment son catapultage politique. Si jamais ça peut lui donner une dynamique. Donc on est sur un moment qui est assez intéressant. Il faut voir ce que les agriculteurs qui ont une place centrale, et notamment le rôle d'un syndicat plutôt associé à l'extrême droite, qui est extrêmement puissant ces dernières années. La coordination rurale. Et qui, malheureusement pour elle, est extrêmement perméable aux communautés complotistes qui la relayent énormément. Donc il faut voir un peu le portage politique, ce que ça va donner dans les semaines et mois qui viennent, suivant la dynamique de la maladie elle-même. Donc on va voir ce qu'elle va avoir comme impact. Il faut insister qu'évidemment c'est absolument terrible pour les agriculteurs. Bon, il faut le verbaliser, le dire, c'est absolument terrible. C'est les travails d'une vie qui peuvent partir comme ça, avec une sensation évidemment que quand on est agriculteur et qu'on a une seule vache qui est malade, tout détruire pour le bien commun. D'abord, évidemment, c'est une démarche qui est compliquée à intérioriser, et je le comprends parfaitement. Mais ce qui est pour moi inquiétant, c'est de voir effectivement la communauté complotiste covidosceptique, notamment l'association Bon Sens, qui pousse, qui met le feu sur cette affaire, qui essaie d'accompagner, qui fait des actions derrière pour essayer de nourrir cette contestation qui est profondément, qui nourrit, évidemment, qui va taper dans cet imaginaire anti-système. Parce que c'est évidemment pour ça que des Philippot, que le RN et que d'autres surfent là-dessus. C'est parce que ça parle à une partie de leur base et qu'il faut qu'ils en tirent le maximum de bénéfices. Ouais, Philippot parle de prétexte sanitaire pour aller vers un dépeuplement et des viandes de synthèse, et il pense que c'est l'Union européenne qui veut nous imposer ça. Et donc en fait, ça nourrit la colère agricole, peut-être. Ce mot de prétexte, c'est du carburant. C'est du carburant en fait pour la colère agricole. Il est très intéressant parce que c'est le mot utilisé, prétexte, également par Nicolas Dupont-Aignan. Bien sûr. C'est aberrant de penser que le gouvernement et donc ses agents, y compris les vétérinaires, etc., partis près d'un complot contre les agriculteurs, contre les éleveurs en l'occurrence, de vaches, pour se servirait de ça pour détruire les filières bovines. Mais c'est aberrant. Donc oui, Dupont-Aignan a dit ça notamment. Je veux quand même insister sur le fait que, encore une fois, le centre de gravité de ce bruit complotiste, il est quand même très nettement à l'extrême droite. Ouais. Tu as parlé d'antispécistes, mais c'est quand même beaucoup à l'extrême droite. Ouais. On comprend, je pense que ça n'amuse personne, et notamment les vétérinaires qui sont chargés d'euthanasier les bêtes. Ça n'amuse personne de tuer tout un cheptel. Voilà. Mais il y a eu une fake news très commentée qui a circulé sur l'idée que des vétérinaires s'étaient rebellés, refusé d'euthanasier des bêtes et auraient été licenciés pour ça. C'est pas vrai du tout, c'est une fake news absolue. Ce que je vois aussi, c'est que les agriculteurs sont divisés sur le sujet. Ils sont pas du tout tous d'accord. Certains disent qu'il faut vacciner tout le cheptel français. D'autres répondent non, surtout pas, parce que si on fait ça, on ne pourra plus exporter. Et donc, si on ne peut plus exporter, on va mourir financièrement et économiquement. D'autres disent, plutôt chez les conspis qui soutiennent la colère, disent non, il ne faut surtout pas vacciner, parce que les vaccins, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est toujours pareil, la peur des vaccins, etc. Donc, on a une communauté quand même agricole, professionnelle, très, très divisée.
Et puis, dernier point, cette séquence dont il faut parler quand même, cette vidéo de Francis Lalanne, grimé en Joker, c'est complètement pathétique. Sur chaque siège de l'Assemblée nationale, il y a un petit merdeux ou une petite merdeuse qui payait grassement pour cautionner la politique d'un tyran qui aujourd'hui s'en prend à notre cheptel pour engraisser ses petits copains milliardaires dont certains se prétendent présidents de syndicats d'agriculteurs et qui spéculent sur le Mercosur avec le groupe Avril, par exemple. On sent qu'il essaie des trucs, Francis Lalanne. Il essaie, que ça fait des flops. Voilà. Il a dû penser que la séquence allait pouvoir être virale, mais elle est juste pathétique. Enfin, voilà. En tout cas, le message est clair. Enfin, quand il se met en Joker, c'est qu'il veut faire le Joker, c'est-à-dire créer un mouvement de foule, de masse. Bon, le pauvre Lalanne, il est toujours un peu seul dans ses... Oui, il faut dire que depuis le film avec Joaquin Phoenix, Joker, c'est une figure de la contestation, pas seulement de fiction, mais un peu qui a une connotation politique. Ouais, Joker, en tout cas dans cette version-là, c'est vraiment une sorte de héros populiste. Donc, il y a cette image-là qui est convaincue. Clairement, pour lui, c'est ce qu'il a en tête. Alors, on parlait tout à l'heure de prétexte. Évidemment, le prétexte, c'est d'attaquer effectivement l'UE, le Mercosur aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, bref, il y a une instrumentalisation politique qui est assez flagrante là-dessus, mais qui, encore une fois, là où c'est pour moi toujours le plus inquiétant, c'est dès qu'on politise des sujets sanitaires graves, on va nourrir une complosphère. Il y a une vraie synergie avec la complosphère, malheureusement, et une vraie synergie qui est délétère pour ce qu'on doit faire. Comme bonne politique sanitaire, dans tous les cas. Donc c'est toujours ce trouble qu'on peut avoir avec des communautés qui, en fait, agissent contre le bien commun. Et par rapport aux tentatives d'ingérence, là, ces fameux sites de médias fictifs qui ont été propulsés par le réseau Storm 1516, qu'est-ce que ça raconte aussi de l'univers informationnel ? Est-ce que finalement il y a un danger à ça ? Ça, David Collomb en parle très bien, c'est la guerre de l'information. C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, on a des États hostiles qui cherchent à causer du dissensus, à déstabiliser nos démocraties. Encore une fois, on est des sociétés ouvertes, donc on est vulnérable à la propagande, à la désinformation, surtout quand elle est massive, surtout quand elle utilise les algorithmes. Et je dirais qu'on n'a pas un éventail de solutions à y opposer extrêmement large. Ouais. L'un des leviers qu'on a, c'est les sanctions, par exemple. Ça fait une transition idéale, Rudy, c'est un métier, bravo. C'est comme si je connaissais l'ordre du jour. Donc c'est justement les sanctions de l'Union européenne contre Elon Musk, une amende au titre du DSA pour des manquements de transparence, notamment sur le design trompeur de ce fameux blue check, la pastille bleue, l'opacité de la pub et aussi l'accès entravé pour les chercheurs. Ouais. Et alors là, il y a eu un emballement. Qui sont donc, il faut bien le dire, des obligations pour les plateformes. Pour les plateformes, bien sûr. Et des obligations qu'ils ne respectent pas. Ça fait plus de 2 ans que le DSA est en vigueur sur le territoire de l'Union européenne, depuis août 2023. Donc c'est un texte européen, un règlement européen, c'est à force de loi, c'est d'applicabilité directe, et Elon Musk piétine sciemment le règlement, il faut bien avoir ça à l'esprit, la loi européenne, depuis plus de 2 ans. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner d'être sanctionné. Et alors, quelle a été la réaction d'Elon Musk ? Il a finalement fait une analogie entre l'Europe et le régime nazi. Voilà. En toute simplicité. En toute simplicité. Alors, ce qui est étonnant. Et il a été suivi par... Pour quelqu'un qui est soutenu par des néo-nazis par ailleurs, quelqu'un qui parfois... fait des saluts nazis, ne s'empêche pas de lever le bras, rappelant fortement un salut hitlérien, effectivement. Donc... oui, il a lui aussi un rapport très ambivalent à cette histoire-là. Voilà, moi, par ailleurs, on est dans un moment historique où
les références au nazisme, au Troisième Reich, au génocide des Juifs se banalisent à une vitesse extraordinaire. Toutes les analogies sont permises, c'est inquiétant parce que du coup ça vide de sa spécificité, sa singularité, cette page-là, à mesure qu'en plus elle s'éloigne des mémoires, de plus en plus de gens les survivants savent plus ce qui se passe, et on sait que chez les jeunes, et c'est vrai chez les jeunes républicains aux États-Unis, je parle des États-Unis, c'est vrai chez les jeunes républicains et chez les jeunes démocrates, un petit peu moins chez les jeunes démocrates, mais quand même c'est massif chez les jeunes en général, comment dire, cette histoire ne pèse plus. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui se méfient encore de l'antisémitisme en politique, en gros, c'est les seniors. Les moins 35 ans, on atteint des taux assez importants d'adhésion à des énoncés négationnistes assez élémentaires, du genre on a exagéré le nombre de victimes de l'Holocauste, voire l'Holocauste est un mythe, c'est une création de toute pièce, etc. Ça, ce sont des indicateurs assez inquiétants. Et il ne faut pas s'étonner en regard du succès de quelqu'un comme Nick Fuentes, qui est un hitlérolâtre convaincu. Voilà. J'ai pas envie de dire nazi, parce qu'un nazi, pour moi, c'est quelqu'un qui était nazi pendant la guerre, quoi. Néo-nazi non plus, parce que même on est dans la période post-néo-nazi. On est dans une période postmoderne où les références au nazisme deviennent presque pop. Donc un néo-nazi, c'est la croix celtique, c'est des références aux runes, etc. C'est l'ésotérisme païen, etc. Ou un skinhead, voilà, c'était ça le néo-nazisme. Mais là, avec Nick Fuentes, c'est même pas ça. C'est un nationaliste blanc, suprémaciste, ouvertement raciste. Il dit qu'il croit à l'inégalité des races, etc., qu'il souscrit à ça. D'un sexisme, d'une misogynie, surtout, se passe. Masculinisme, bien sûr, mais d'une misogynie extrême. Il déteste les femmes. Il pense qu'elles sont inférieures, etc. Et d'un antisémitisme, mais vraiment assumé, outrancier, évidemment complotiste. Voilà. Et on a fait une vidéo, Perla et MCK, pour nous, a fait une vidéo qui dit il y a une place à prendre depuis la mort de Charlie Kirk, et Nick Fuentes, il essaie de prendre cette place. Il a explosé en termes de visibilité depuis la mort de Charlie Kirk. Il a d'abord été reçu en octobre dans l'émission de Tucker Carlson, et là, il vient d'être reçu chez Piers Morgan, où il dit tout ça, et il révèle que, notamment, il n'a jamais couché avec une femme, ce qui est peut-être un indice de ses positions politiques, si on considère qu'elles elles n'ont pas rien à voir avec une forme de frustration personnelle. Oui, c'est les classiques incel, en fait. Il le dit d'ailleurs lui-même, que c'est un incel. Donc, qui a été nourri à la culture 4chan. Célibataire involontaire, incel. Et qui est vraiment... qui a infusé culturellement dans ce qu'il y a de pire sur 4chan. Il a pris, tu disais effectivement, la place de Charlie Kirk, et tout en explosant... Pas complètement. En explosant la fenêtre d'Overton. Parce que Charlie Kirk n'était pas... Il était complotiste, il avait des points de vue ultra conservateurs. Et ultra problématiques par ailleurs, mais clairement, globalement, il n'était pas connu pour des propos antisémites. Antisémites flagrants, quoi. Non, là avec notre ami Fuentes, là on va beaucoup plus loin. C'est vraiment... là, effectivement, il éclate toutes les fenêtres. Et d'ailleurs, c'est son jeu, hein, c'est sa marque de fabrique. Quand il est invité, notamment dans la dernière vidéo chez Piers Morgan, Piers Morgan qui est une horreur, hein, je parle en tant qu'accélérateur de ce qu'il y a de pire, hein, c'est quelqu'un qui propulse et qui donne de la visibilité à ce qu'il y a de pire pour du buzz et du clic, hein, c'est une sorte de Cyril Hanouna sous stéroïdes. Il cherche vraiment uniquement les figures les plus toxiques, il les confronte, hein. Il a confronté Fuentes, hein. Mais cette confrontation lui fait gagner surtout du clic, et c'est ce qu'il ne fait. Il ne fait que ramasser des gens qui ont des points de vue les plus polémiques possibles, et il leur dit allez, venez, on va discuter ensemble, et il se fait des millions de vues. Donc il fait partie du problème, hein, même s'il dénonce Fuentes. Quant à Fuentes, oui, donc il y a une libération de la parole. Il est invité pour ça, parce qu'il dit des choses et c'est ça qui est assez déroutant, c'est que quand on a un Tucker Carlson qui l'invite, il lui porte pas véritablement la contradiction. Il le fait un peu. Il lui dit on dit ça de vous. On dit ça de vous. Qu'est-ce que vous dites ? Vous en pensez, sans suivi derrière. Donc évidemment, il répond. Il dit bah non.
Et puis, on arrête là, et on passe à autre chose. Voilà, Ouais. ok, voilà. Donc, C'est ce qu'on appelle le journalisme ouais. selon Tucker Carlson. C'est ça. Donc là, c'est vraiment, un service de soupe, mais j'assiste encore un peu sur cette fenêtre d'Overton. Fuentes vraiment acclimate une bonne partie de l'extrême droite américaine, un peu plus large que celle qui est radicale, à des références et une expression de choses qui franchement étaient tabous pour l'entièreté des Américains jusque-là. Ça restait vraiment dans des marges vraiment les plus marginales américaines. Là, il mainstreamise clairement des postures. Honnêtement, quand il dit que Hitler est cool, il dit Hitler est cool. Il dit voilà, Hitler, non, il est cool. Après, il s'en défend, il dit oui, mais il est cool parce qu'il est habillé cool, parce qu'il est cool, etc. On s'en fout. Ce qu'il cherche à dire. C'est vraiment ce qu'on retient d'Adolf Hitler. Bien sûr. Mais c'est clairement de la provoque. C'est en fait une incarnation et une mainstreamisation de 4chan. Ouais. Il est vraiment une sorte d'incarnation de toute la culture 4chan. À la fois de la provoque, du troll, de l'antisémitisme, de la misogynie absolument folle. Il est lui-même, donc on le disait, incel, donc il fait partie de cette culture-là, et elle est mainstreamisée, satellisée, comme jamais elle ne l'a été. Honnêtement, la culture 4chan a toujours resté dans les marginalités de l'Internet, pour pas dire du mainstream visible, des chaînes ou des radios télé ou des différents podcasts à forte audience. Ça n'était pas visible. Aujourd'hui, il est le porteur de ce revival absolument fou de la culture 4chan, totalement débridée. Il faut dire que Elon Musk a participé un peu à cette acclimatation de l'opinion publique américaine et mondiale à ces références culturelles 4chan, lui-même en relayant des mèmes 4chan. D'ailleurs, juste un petit pas de côté, il avait relayé il y a quelques années notamment un mème qui, en gros, en substance, explique qui dénonce tous ceux qui diraient, en gros, que tout ce que je n'aime pas est Hitler. Tout ce que je n'aime pas est forcément un Hitler. D'accord ? Le même Elon Musk, qui, dans la séquence sur l'Union européenne, pour dénoncer l'Union européenne, la présente comme nazifie l'Union européenne. Il a publié une image où en fait le drapeau européen se transforme en drapeau nazi. Donc bon, on voit quand même la mauvaise foi de l'individu, mais c'est quelqu'un qui est pétri, Elon Musk, de cette culture 4chan, et je pense qu'il a participé quelque part aussi à la normalisation des provoques trollesques haineuses d'un Nick Fuentes. Alors on parlait de l'Union européenne et des sanctions de l'Union européenne, elles viennent aussi de toucher Xavier Moreau et Jacques Beau. Raconte-nous un peu cette histoire, Rudy, et en quoi finalement ça raconte aussi les armes européennes qui sont finalement le droit et l'état de droit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que contrairement à la Russie de Poutine, quand il y a des gens qui critiquent le système démocratique, on ne les fait pas assassiner. On ne les envoie pas dans une colonie pénitentiaire. Non, on les sanctionne. Et en l'occurrence, ça concerne du gel d'éventuels avoirs. Donc concrètement, il ne peut plus utiliser de compte en banque, retirer de l'argent, payer, etc. sur le territoire de l'Union européenne. Et interdiction d'entrée aussi. Et interdiction de déplacement, sur le territoire de l'Union européenne. Jacques Beau, il est ressortissant helvétique. Et puis, s'agissant de Xavier Moreau, ça fait longtemps qu'il vit en Russie. Xavier Moreau, il travaille pour RT, pour Russia Today. Il a une émission là-bas. Russia Today, c'est pas juste un média public. Encore une fois, c'est pas France 24. Russia Today, c'est une chaîne d'État gouvernementale, contrôlée par le Kremlin. Exactement. Directement via Margareta Simonian, très proche de Vladimir Poutine. C'est un média. Si vous voulez, sur les médias publics occidentaux, la BBC, Deutsche Welle, France 24, RFI, Radio France, on peut critiquer le président de la République ou le gouvernement. On s'en prive pas d'ailleurs. C'est inconcevable sur RT ou Sputnik. Il n'y a pas de critique de Vladimir Poutine ou de la guerre en Ukraine sur RT. C'est impossible. Si vous le trouvez, écrivez-nous. Vraiment. Donc c'est ça. C'est un média de propagande, comme ça a été dit depuis longtemps. Xavier Moreau, qui est un ancien
militaire français, officier parachutiste. Il travaille pour ce média de propagande. Oui, et Xavier Moreau qui est vraiment qui a pénétré la complosphère française, qui est une figure qui est relayée, invitée par beaucoup des médias alternatifs qu'on connaît, qui l'ont reçu, qui le reçoivent régulièrement. Donc c'est une voix, j'allais dire, presque populaire au sein de plutôt l'extrême droite. L'extrême droite soralienne. Ses liens avec Égalité et Réconciliation sont notoires. Il a un site qui s'appelle Stratpol. Voilà, et ça va au-delà de Soral, parce qu'il est un proche de Mariani. Ouais. De Thierry Mariani, qui est eurodéputé RN. Et qui est candidat RN à la mairie de Paris, a priori. Et qui est candidat RN. On a Raphaël Grabli qui a révélé hier que Mariani était chroniqueur sur une chaîne YouTube de Xavier Moreau. Ça, c'est quand même assez vertigineux. Ça pose il est aussi coprésident, Thierry Mariani, du Dialogue franco-russe, qui est un think tank d'influence, qui fait de l'influence soft power pro-Kremlin. C'est surprenant que, je le dis comme je le pense, qu'il ne soit pas inquiété, que Mariani ne soit pas lui-même, et qu'il n'y ait pas une question au sein du RN, du fait de la proximité d'un individu qui a été sanctionné par l'Union européenne, je parle de Xavier Moreau, vu l'accointance qu'il y a avec Mariani. Je suis surpris en tout cas que le RN ne se pose pas des questions en tout cas avec ce personnage. Autre point sur Jacques Beau. Jacques Beau, ancien officier des renseignements suisses, qui tourne beaucoup sur les médias complotistes, qui est une star dans la complosphère francophone. Jacques Beau, c'est quelqu'un qui effectivement déroule le narratif pro-russe, à l'époque pro-bachariste, s'agissant de la Syrie, ou d'autres d'ailleurs théâtres de conflits dans le monde. C'est quelqu'un qui, par exemple, sur Boutcha, suggère fortement que c'est une mise en scène, le massacre de Boutcha en 2022. Le massacre de Boutcha est déjà sérieusement battu en brèche. Donc qui soutient très clairement des théories du complot, et en l'occurrence là qui confine le négationnisme. Ouais. Alors pour l'instant ils sont dans j'ajoute juste que on a été un des premiers, sinon le premier média français et francophone à consacrer un papier à Jacques Beau, ce qui nous avait valu de sa part d'ailleurs beaucoup d'acrimonie. Exactement, voilà. Alors là, évidemment, ils sont sur une séquence. Alors là, on parlait de Xavier Moreau ou Beau, mais on a aussi Nathalie Yamb qui a été sanctionnée, mais l'été dernier, sur les mêmes modalités. La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé. La violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Elle, c'est d'ailleurs probablement un peu plus grave, parce qu'elle est identifiée comme ayant des liens avec une structure qui, pour le coup, une structure qui est très très proche de la Russie. Grande amie de Camille Seba, Nathalie Yamb, elle est suisse également. Et en tout cas, pour ce qui est de Xavier Moreau, là, il est en train de... il a un plan com actuel. Là, il fait tous les plateaux. Il vient de le dire, pas plus tard que hier soir, il fait tous les plateaux en Russie. Donc, il est invité un peu comme star. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou vous soutenir. C'est en tout cas peut-être aussi la consécration de votre travail depuis toutes ces années. On peut le dire, on peut le voir comme ça. Xavier, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour vous d'être dans le collimateur de Bruxelles ? Et donc il est vraiment sur une séquence de com, où il va se victimiser évidemment au maximum pour essayer de tirer les marrons du feu. Mais il va aussi probablement être starifié encore plus dans la complosphère francophone, qui vont le prendre comme une sorte de martyr, évidemment, un martyr du système, martyr de l'Union européenne. Donc de la liberté d'expression. Donc il faut voir si ce que vont donner d'ailleurs ces différentes sanctions, parce qu'elles sont effectivement assez assez en profondeur, semble-t-il, notamment lorsqu'on veut utiliser des choses en ligne. Il y a certains dispositifs, si ça a un lien avec l'Union européenne, on ne peut pas. Donc ça peut être assez handicapant. Il faut voir si c'est effectivement efficace. Là, on a par exemple Branco, qui pour l'instant, lui... Juan Branco, qui lui considère que tout ça est une grande injustice envers Moreau. Il considère qu'il n'y a pas une décision judiciaire, évidemment, parce que c'est une sanction de l'Union européenne, c'est la réglementation européenne qui s'est appliquée. Mais bref, donc il y a pas... du droit.
droit, l'Union européenne. C'est un peu du droit, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, pour Juan Branco... Il y a des voies de recours. Hein. Il y a un état de droit, donc il y a des voies de recours. Et d'ailleurs, c'est ce que Moreau, effectivement, explique, hein, qu'il va activer toutes les actions en justice qu'il va pouvoir activer. C'est quand même aussi une des grandes différences qu'il y a effectivement avec le régime auquel il appartient maintenant, pour lequel les recours sont quand même assez étroits. Qui retient, il faut le dire, en otage un Français qui s'appelle Laurent Vinatier, qui a été condamné une première fois au maximum de la peine, plus de 3 ans, parce qu'il ne s'était pas déclaré, parce qu'il ne savait pas que la loi avait changé, comme agent de l'étranger. Il y a une loi sur les agents de l'étranger en Russie. Il travaille pour une ONG en Russie, d'analyse un peu géopolitique, etc. Il parle russe, il vit en Russie depuis des années. Bon. Après ça, on lui a trouvé... maintenant, on estime que c'est un espion. Donc, il est poursuivi. Potentiellement, il risque 20 ans d'emprisonnement. Pareil, en colonie pénitentiaire. Donc, il y a un réseau de soutien qui s'est activé, une tribune dans le Monde qui est parue, qui explique la situation. Et c'est vrai, on est vraiment dans le même cas que les otages français retenus en Iran. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cas de chantage. Donc, voilà, c'est le genre de pratique qu'on a dans les pays, dans les régimes autoritaires. On que prend ne des gens dénonceront jamais toujours Christophe Claise qui est retenu en Algérie, journaliste sportif condamné à 7 ans de prison. Condamné à 7 ans de prison, qui vient de faire une demande de grâce. La 100e de Complorama, ça y est, c'est 100 numéros. Quel bilan vous tirez très, très rapidement de cette expérience Complorama? Vous avez consacré une émission en public où vous répondez aux questions du public. Très sympa d'ailleurs. Quel bilan en un mot, 2 mots? Alors très très rapidement, moi ce que je retiens, c'est que en fait depuis 5 ans, on a commencé en janvier 2021. Depuis 5 ans, à chaque fois qu'on termine une émission, on se dit mais de quoi on va parler lors de la prochaine émission? Et en fait, à chaque fois, on trouve, et on n'a pas. En fait, il suffit de se baisser en fait pour trouver une matière à faire un podcast, parce que réellement, le phénomène complotiste est tellement foisonnant, éruptif, qu'on n'a pas de mal. Tu es d'accord avec ça, Tristan? Je crois que tu disais que tu étais surpris toujours par l'imagination de la complosphère. Chaque année, évidemment, je me dis, allez, c'est bon, on a atteint le plafond. Le plafond de verre, il est là. Le plafond, non, on l'éclate à chaque fois, chaque année. Et c'est vrai que c'est un peu une surprise. Pour Complorama, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Pour être tout à fait honnête. Donc je ne pensais pas qu'on tiendrait 5 ans sur ce fil-là, même si je sentais évidemment qu'il y a une problématique quand même de fond, donc la problématique était là. Mais je n'étais pas certain qu'on aurait effectivement de quoi nourrir de façon intéressante, disons, cette thématique pendant 5 ans. En tout cas, c'était en public et c'était très sympa. On a eu des étudiants qui nous ont posé des questions, franchement, des questions vraiment intéressantes, clairement. On a pu rebondir plusieurs fois, donc ils étaient très, très attentifs et je trouve que c'était une belle expérience de faire ça en public, même si mon cœur va vers l'ambiance podcast. J'aime bien ce côté un peu intimiste podcast, parce qu'on a commencé podcast et moi je garde dans ma tête en fait quand on fait Complorama, même si on est filmé comme ici, mais même si on est filmé, dans ma tête je suis encore un peu dans cet environnement de causerie, de causerie où on est encore un peu un podcast. Voilà. Bon, et avant de vous quitter, puisque c'est bientôt Noël, on vous a prévu un petit cadeau, c'est un questionnaire de Proust conspi. Alors on va faire ça rapidement. T'es prêt, Rudy? Alors comment tu fais tes propres recherches, Rudy? Ça passe beaucoup par Internet. Ça passe sans doute majoritairement maintenant par les réseaux sociaux. En tout cas, les réseaux sociaux est le premier accès que j'ai à l'info. Et donc ensuite, par contre, je vais sur des sites d'info. Et puis après, quand on doit creuser, il faut envoyer des mails, prendre son téléphone. Mais ça, on est déjà dans un travail journalistique. Tout le monde ne peut pas faire ça, évidemment, mais voilà. Et toi, Tristan, comment tu fais tes propres recherches? Pour être tout à fait honnête, l'essentiel du temps, je ne fais pas mes propres recherches. Je m'appuie sur ceux qui ont fait des recherches. Donc en gros, je vais chercher des articles de gens qui ont fait, pourquoi pas, du fact-checking ou qui ont couvert tel ou tel sujet. Donc pour être tout à fait honnête, je ne fais pas
tout à fait mes propres recherches, je m'appuie sur ceux qui en ont véritablement fait. Bon, il peut m'arriver parfois, effectivement, de faire mes propres recherches cette fois-ci, mais pour du debunking spécifique, c'est de trouver, par exemple, qu'une image est une fausse image et que, effectivement, elle a été reliée, elle a été altérée. Mais pour l'essentiel, je me repose sur des gens qui sont plus qualifiés que moi sur les sujets qui peuvent m'intéresser. Quel mot ou quelle expression liée au complotisme t'agace le plus ? Quel est le mot qui m'agace ? Ah, peut-être les moujons ou les moutons même, ne serait-ce que moutons. Se faire traiter de mouton tout le temps, c'est pénible. Alors, il faut dire que c'est croisé. Il faut dire qu'effectivement, il y a aussi des anti, ceux qui sont contre la complosphère qui parfois les traitent effectivement de moutons, mais le plus souvent, c'est l'insulte qui la plus basique, la plus basse, qui est vide d'argumentation et qui m'irrite légèrement. Et toi, Rudy, cette expression liée au complotisme qui t'agace le plus ? Toutes, en fait. Toi, t'es comme ça. Mais l'état profond en particulier, parce que c'est tellement pratique, c'est un joker, quoi. Il suffit de dire état profond, et puis voilà, on n'a rien à prouver. Voilà. Alors, ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Avec quel conspi tu aimerais bien prendre un verre ? Avec quel conspi j'aimerais bien prendre un verre ? D'abord, j'ai déjà fait de prendre un verre avec des conspis, c'est déjà arrivé. Et ensuite avec lequel si possible quelqu'un qui est pas pas si possible de toute façon ça peut pas être quelqu'un qui participe à des campagnes de cyberharcèlement, de diffamation ou d'insultes à mon égard. Ça peut être quelqu'un qui pense différemment de moi, voilà, vraiment, mais en tout cas quelqu'un dont je sais où j'ai pas de doute sur le fait qu'il croit vraiment ce qu'il dit, voilà. Donc un platiste par exemple, voilà. Et toi, Tristan ? Avec qui tu voudrais prendre un verre ? Moi, je dirais peut-être quelqu'un qui me laisse souvent beaucoup de messages. Donc, je pense qu'il y a un petit quelque chose. C'est Myriam Palomba. Ah. Elle arrête très régulièrement. Elle me laisse des coms, elle réagit. Donc, je pense que c'est peut-être l'occasion de prendre un verre. Je ne sais pas. Bon, alors, si tu es un repas de famille un dimanche ou alors lors du réveillon de Noël ou du jour de l'an et qu'un oncle conspi commence à deviser sur une théorie du complot à la mode, comment tu réagis ? Gros malaise. Gros malaise ? Ouais, je pense que ça commence d'abord par un gros malaise. Après, forcément, la diplomatie, tout dépend. Enfin, les liens affectifs qu'on peut avoir. Mais clairement, ma première posture, ça va être la diplomatie. Donc, je vais essayer de dire, écoute, je comprends, oui, mais. Voilà. J'entends, mais. Voilà, je vais essayer d'avoir cette posture-là. La confrontation, on le sait tous, ça va juste pourrir le dîner. Donc bon, bref. Donc c'est plutôt la diplomatie, essayer d'éteindre le feu et surtout de circonscrire l'échange. Pour pas que ça déborde et qu'il n'y ait pas 14 personnes qui commencent à se mêler et à rentrer dedans de façon frontale. Donc je vais essayer de faire le pompier avant toute chose. Et toi, Rudy, comment tu réagis à un repas qui dégénère comme ça ? Je pense que je pourris le dîner. Tu pourris le dîner ? Ouais. C'est-à-dire, tu fais quoi ? Moi, je trouve que c'est... si en plus c'est un oncle que j'aime bien, je dis qu'il dit n'importe quoi. Ouais, et puis j'essaie d'argumenter. Mais ouais, j'ai pas de problème à pourrir les dîners. Ouais. Ok. Alors, y a-t-il une critique du système ou des élites que tu partages avec les complotistes ? En fait, c'est plutôt... Avec les complotistes, ou certains complotistes, oui, je partage une forme de critique des élites, parce que je pense que les élites, précisément, elles ont un rôle, une fonction sociale, et que lorsqu'elles dérogent à leurs devoirs, eh bien, elles méritent d'être rappelées à leur mission historique, quelque part, qui est quand même... de ne pas trahir, de se comporter de manière exemplaire. Voilà. Donc oui, là-dessus, j'aurais pas de... Je pense qu'on peut faire une histoire des 2 derniers siècles, et même depuis la Révolution, parce que la Révolution, c'est une révolte contre les élites, d'une certaine manière, sous cet angle-là. Voilà. Mais je pense qu'il y a une manière non populiste de critiquer les élites. Voilà. Et toi, Tristan, est-ce qu'il y a une critique du système des élites que tu partages avec les complotistes ? Oui, clairement, une partie.
On peut critiquer les élites, leur rôle, leur place aujourd'hui, le fait qu'il y ait des milliardaires qui payent peu et qu'ils sont déconnectés ou qu'ils ont un rôle politique, je sais pas, la concentration des médias tenus avec quelques milliardaires, ça c'est des questions qui sont légitimes à poser, qui sont des questions politiques, on a le point de vue qu'on veut là-dessus. Ça c'est des débats légitimes. Le système, pareil, ça dépend évidemment ce qu'on entend par système, derrière, évidemment, mais qu'il y ait un problème systémique, que la société en soi, j'allais dire, c'est le débat politique normal, de se questionner sur le système, c'est-à-dire la société dans laquelle on est. Qu'est-ce qui la travaille ? Qu'est-ce qui pose problème ? Quels sont les éléments macro, si on veut, qui posent problème dans nos sociétés ? Donc, avoir une critique du système au sens large ou des élites, ça n'est pas illégitime. C'est parfaitement audible. Le tout, c'est de ne pas basculer dans des discours ou des lectures complotistes. À quel moment tu as pris conscience que la question du complotisme, c'était pas seulement une lubie d'intellectuel ou de journaliste ? Clairement, c'est le 11 septembre, même s'il y avait probablement des précurseurs, mais je n'avais pas le mot complotiste lorsque je m'intéressais au négationnisme quelques années auparavant. Le négationnisme avait tous des éléments de la complotosphère, mais je n'avais pas les mots pour le percevoir ou l'interpréter comme du complotisme, de façon stricte. Mais le 11 septembre, clairement, a été une bascule où là, je me suis dit, oui, là, il y a un objet clair qui est le complotisme. Et toi, Rudy, à quel moment t'as pris cette conscience que le complotisme, c'était pas seulement une lubie de journaliste? Alors, probablement dans l'après-11 septembre, mais en fait, je me rappelle maintenant d'un moment avec un de mes proches qui était très fan de X-Files, la série X-Files. Et donc, on était avant le 11 septembre. On était avant le 11 septembre 2001, c'est sûr, on était dans les années 90. Et je me souviens qu'un jour, en parlant avec lui, il me dit, mais oui, ça se passe comme ça. Et là, je me suis dit, mais tu déraisonnes. Non, ça se passe pas comme ça, c'est une fiction. Et là, en tout cas, j'ai pris conscience peut-être de à quel point ça pouvait être toxique, la confusion de la fiction et de la réalité. Il y a des gens qui réellement pensent que dans la réalité, ça se passe comme dans X-Files. Allez, une petite dernière question pour terminer, et peut-être la meilleure question de ce questionnaire. À quelle théorie du complot tu crois ? Ou à laquelle tu as cru et à laquelle tu es tenté de croire ? À laquelle je crois, je crois pas. Je suis assez vacciné, moi, quand même, contre... à laquelle je serais tenté de croire. Alors, tiens, voilà. Le jour où on a appris la mort de Jeffrey Epstein, on est en août 2019. C'est un samedi, je me rappelle très bien. Et dans les minutes qui suivent, je lis qu'il était enfermé donc en prison et sous le régime du Suicide Watch. Suicide Watch, c'est une surveillance 24 heures sur 24. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas se suicider en prison quand on est sous parce que c'est fait précisément pour éviter le suicide. Donc là, pendant quelques heures, très franchement, je me suis dit, cette histoire-là est quand même dingue. Et quelques heures après, on a appris qu'en fait, il n'était pas sous le régime du Suicide Watch, qu'il avait été 3 semaines plus tôt. Voilà. Et que cette surveillance-là extrême avait été retirée. Donc, voilà. Et toi, Tristan ? Quelle théorie du complot tu crois, à laquelle tu as cru ou tu serais tenté de croire ? Il y a une théorie du complot que j'aimerais croire. Beaucoup, c'est les medbeds. Ah ouais. Oui, mais ça j'adorerais que ça soit vrai. Ça, j'en rêve. Ouais. Voilà, c'est vraiment la seule théorie qui me semble positive quelque part et qui serait géniale si c'était vrai, quoi. Et ben voilà, merci à tous les deux d'avoir joué le rôle de cobaye de ce questionnaire de Proust conspi. Cette émission a été réalisée comme chaque numéro par Martin Béraud, comme chaque année bien sûr, par Martin Béraud. Et puis nous on se retrouve l'année prochaine. Bonne fête à tous. Ouais, salut. Bonne fête. Ciao.